Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un résumé du premier chapitre intitulé Les intégrales généralisées. Alors, le plan est le suivant. On va commencer d'abord par définir les intégrales généralisées. Après, on va voir les intégrales de Riemann, les critères de convergence et on va finir par la convergence absolue. Alors, la première question qui peut nous passer par la tête, c'est comment savoir si l'intégrale entre a et b de f de x dx est simple ou bien généralisée. Comment faire la différence entre les intégrales simples et les intégrales généralisées. Donc, pour répondre à cette question, je vais commencer par des exemples introductifs. Alors, le premier exemple, supposons que j'ai ces deux intégrales. J'ai la même fonction, c'est la fonction ln, mais les bornes sont différentes. La première intégrale, c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx. Et la deuxième, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Laquelle entre ces deux intégrales est simple et laquelle est généralisée? Commençons par la première intégrale. Est-ce que la fonction ln est définie en 1? Pour répondre à cette question, il suffit de calculer ln de 1. Est-ce que ln de 1 existe? Ln de 1 égale 0. 0, c'est un réel qui existe bien. Donc, la fonction ln est définie en 1. Pour la borne supérieure, est-ce que la fonction ln est définie en e? Ln de e égale 1. 1 existe bien, c'est un réel. Donc, la fonction ln est définie en e. Alors, cette intégrale est définie sur l'intervalle fermé et borné 1e. Passons à la deuxième intégrale. On va voir si la fonction ln est définie en 0 et en 1. Est-ce que la fonction ln est définie en 1? Oui, parce que ln de 1 existe. En revanche, ln de 0 n'existe pas, donc la fonction ln n'est pas définie en 0. Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx est définie sur l'intervalle semi-ouvert 0, 1. Ici, du côté de 1, l'intervalle est fermé parce que la fonction ln est définie en 1. Et du côté de 0, l'intervalle est ouvert parce que la fonction ln n'est pas définie au point 0. La première intégrale s'appelle une intégrale simple. La deuxième intégrale s'appelle une intégrale généralisée en 0 parce qu'elle n'est pas définie en 0. Passons à un autre exemple. On a les deux intégrales, l'intégrale entre 1 et 10 de 1 sur x dx et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x dx. On va essayer de répondre à la même question, laquelle entre ces deux est une intégrale simple et laquelle est une intégrale généralisée. Donc, il va falloir voir si la fonction est définie en ces bornes. Est-ce que la fonction qui associe x à 1 sur x est définie en 1? Pour répondre à cette question, on doit remplacer le x par 1. Est-ce que 1 sur 1 existe? 1 sur 1 égale à 1, ça existe bien. Est-ce que 1 sur 10 existe? Oui, 1 sur 10 existe bien. Donc, la fonction qui associe x à 1 sur x est définie sur l'intervalle fermé et borné 1, 10. Pour la deuxième intégrale, 1 sur 1 existe bien. Par contre, l'infini est toujours un point incertain. Donc, la fonction est définie sur l'intervalle semi-ouvert 1 plus l'infini. La première intégrale, c'est une intégrale simple. La deuxième intégrale, c'est une intégrale généralisée au voisinage de plus l'infini. Un dernier exemple pour développer notre intuition, on a ces deux intégrales. On a la fonction qui associe x à ln de x sur x au carré plus 1 est définie en 1 parce que ln de 1 sur 1 au carré plus 1 existe. De même pour e, la fonction qui associe x à ln de x sur x au carré plus 1 est définie en e parce que lorsque je remplace dans la fonction x par e, ça va donner un réel qui existe bien. Donc cette fonction, elle est bien définie sur l'intervalle fermé et borné 1e. Pour la deuxième fonction, on a la fonction qui associe x à ln de x sur x au carré plus 1 n'est pas définie en 0 et n'est pas définie en plus l'infini parce que ln de 0 sur 0 au carré plus 1 n'existe pas car la fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc cette fonction est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc on a bien la première intégrale est une intégrale simple, la deuxième intégrale est une intégrale généralisée ou bien doublement impropre, c'est-à-dire elle est généralisée en 0 et généralisée en plus l'infini. Alors, on va généraliser ces exemples dans une définition. Pour savoir si l'intégrale entre a et b de f de x dx est une intégrale simple ou bien généralisée, on va voir si la fonction est définie en ces bornes ou non. Si la fonction f est définie sur l'intervalle de la forme AB qui est fermé ouvert, alors l'intégrale est simple. Si la fonction f est définie sur des intervalles semi-ouverts ou bien ouverts des deux côtés, alors l'intégrale est généralisée. Maintenant qu'on sait faire la différence entre une intégrale simple et une intégrale généralisée, comment peut-on calculer une intégrale généralisée? Alors, supposons
qu'on a un intervalle semi-ouvert et je veux calculer l'intégrale entre a et b de f de x dx. Supposons que la fonction f est définie sur l'intervalle semi-ouvert AB où la fonction est généralisée au voisinage de point P, c'est-à-dire ici le point incertain, le point où la fonction n'est pas définie et le point P. Pour calculer l'intégrale entre a et b de f de x dx, je vais prendre un point t qui appartient à cet intervalle et au lieu de calculer l'intégrale entre a et b qui est généralisée, je remplace le point incertain qui est dans ce cas b par le point que j'ai choisi qui est t et je vais calculer l'intégrale entre a et t de f de x dx. Finalement, la valeur de l'intégrale généralisée égale exactement la limite de l'intégrale entre a et t de f de x dx lorsque t tend vers le point incertain qui est b. Si cette limite égale un réel L, on dit que l'intégrale est convergente. Et si cette limite égale plus l'infini ou bien moins l'infini, on dit que l'intégrale est divergente. On peut définir de manière analogue l'intégrale entre a et b de f de x dx si la fonction est définie sur l'intervalle semi-ouvert AB et cette fois-ci le point incertain c'est a, c'est-à-dire la fonction f n'est pas définie en a. Donc de la même façon, je vais prendre un point t qui appartient à l'intervalle semi-ouvert AB et au lieu de calculer l'intégrale entre a et b, je vais remplacer le point incertain qui est dans ce cas a par le point que j'ai choisi qui est t. Donc je vais calculer l'intégrale entre t et b de f de x dx. Et finalement, la valeur de l'intégrale entre a et b de f de x dx égale exactement la limite de l'intégrale entre t et b de f de x dx lorsque t tend vers a. Pareil, si cette limite égale un réel, donc l'intégrale est convergente. Si cette limite égale plus l'infini ou bien moins l'infini, alors cette intégrale est divergente. Supposons que la fonction f est définie sur un intervalle ouvert AB et je veux trouver la nature de l'intégrale entre a et b de f de x dx avec la fonction f est définie sur l'intervalle ouvert AB. C'est-à-dire ici, on a une intégrale doublement impropre. Elle n'est pas définie en a et elle n'est pas définie en b. Alors dans ce cas, je dois me ramener à des intervalles qui sont semi-ouverts. Pour cela, je vais prendre un point C qui appartient à l'intervalle ouvert AB et je vais appliquer la relation de Chasles. L'intégrale entre a et b de f de x dx égale l'intégrale entre a et c de f de x dx plus l'intégrale entre c et b de f de x dx. Après, je regarde la nature de ces deux intégrales. Si l'intégrale entre a et c de f de x dx et l'intégrale entre c et b de f de x dx convergent, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx converge aussi. Et si au moins une de ces deux intégrales diverge, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est divergente aussi. Alors, appliquant cette méthode de définition sur un exemple, on veut étudier la convergence d'une intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt. Tout d'abord, il faut mentionner que la fonction qui associe t à ln de t est localement intégrable sur 0,1. Ici, l'intervalle est fermé du côté du 1 parce que tout simplement la fonction ln est bien définie en 1. Parce que quand je calcule ln de 1, je trouve que la valeur est un réel qui est 0, qui existe bien. Par contre, elle n'est pas définie en 0 parce que ln0 n'existe pas. Donc la fonction, elle est localement intégrable sur l'intervalle semi-ouvert 0,1. Ici, je peux dire soit la fonction est localement intégrable, soit la fonction est continue, soit la fonction est continue par morceau ou bien tout simplement la fonction est définie. Après, j'applique la méthode de définition. Je vais prendre un point x qui appartient à cet intervalle qui est 0, 1 et au lieu de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt, je vais remplacer le point incertain qui est dans ce cas 0 par x, le point que j'ai choisi, et je vais calculer l'intégrale entre x et 1 de ln de t dt. Ici, on a à l'intérieur de l'intégrale la fonction ln. À chaque fois que j'ai à l'intérieur de l'intégrale une fonction ln ou bien une fonction arc sinus, arc cosinus ou bien arc tangente, je pense directement à l'intégration par partie. Donc, pour calculer cette intégrale, je vais utiliser l'intégration par partie et je vais utiliser la technique Alpes. Donc, je rappelle rapidement cette technique. Alpes, c'est arc sinus, arc cosinus, arc tangente. L, c'est ln. P, c'est polynôme. E, c'est exponentielle. Et S, c'est sinus, cosinus, tangente. Alors, à l'intérieur de l'intégrale, on a le produit de deux fonctions. Normalement, même si ici j'ai ln de t, mais normalement, je peux l'avoir comme étant le produit de 1 fois ln de t. Donc, 1, c'est une fonction qui est polynomiale, donc c'est p dans Alpes, et ln de t, c'est une fonction ln qui est L. Alors, la première fonction qui apparaît dans Alpes, je vais la noter u.
Ici, la première fonction qui apparaît dans Alp, c'est L. Donc, je note ln de t égale à u. Et la fonction qui reste, qui est la fonction polynomiale qui est 1, je vais la noter v'. Donc, on a u égale ln de t. Alors, u' égale à 1 sur t. Et on a v' égale à 1. Donc, la primitive de 1, c'est t. Après, je calcule l'intégrale entre x et 1 de ln de t dt. C'est exactement ça fois ça. C'est u fois v moins ça fois ça, moins l'intégrale de u' fois v. Alors, ça donne t fois ln de t entre crochets entre x et 1, moins l'intégrale entre x et 1 de 1 sur t fois t. 1 sur t fois t, c'est 1. La fonction primitive de 1, c'est t. Donc, une fois j'ai trouvé la fonction primitive qui est t ln de t moins t, je vais passer à l'application numérique. Alors, pour ne pas me tromper dans les calculs, je vais ouvrir ici deux parenthèses. Et entre les deux parenthèses, je vais écrire un signe moins. Donc, dans la première parenthèse, je vais prendre la fonction primitive telle qu'elle est et je vais remplacer le t par la borne supérieure qui est 1. Donc, ça va donner 1 fois ln de 1 moins 1. Et dans la deuxième parenthèse, je vais remplacer le t qui est dans la fonction primitive que je viens de trouver par la borne inférieure qui est x. Et ça va donner x fois ln de x moins x. Après, je développe les calculs. Ça donne 1 ln de 1, c'est 0, moins 1, moins x ln de x, moins et moins, c'est plus x. Et finalement, pour calculer la valeur de l'intégrale généralisée en 0, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt, c'est exactement la limite lorsque x tend vers le point 0 de l'intégrale que je viens de calculer. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 moins x ln de x plus x. On sait très bien que x ln de x au voisinage de 0 égale à 0. C'est une limite qui est usuelle. Je remplace ici x par 0, c'est 0. Donc, ça va me rester moins 1. Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt égale moins 1. Donc, cette intégrale est convergente. Toujours dans la partie définition, on va voir une propriété. Supposons que je veux connaître la nature de l'intégrale entre a et b de alpha fois f de x plus bêta fois g de x. C'est-à-dire, j'ai ici l'intégrale d'une combinaison linéaire de deux fonctions. Donc, pour cela, je vais regarder l'intégrale entre a et b de f de x dx et l'intégrale entre a et b de g de x dx. Si les deux intégrales convergent, alors l'intégrale de la combinaison linéaire converge aussi. Si l'intégrale entre a et b de f de x dx converge et l'intégrale entre a et b de g de x dx diverge, ou bien le contraire, c'est-à-dire si l'intégrale entre a et b de f de x dx diverge et l'intégrale entre a et b de g de x dx converge, on a l'intégrale de la combinaison linéaire divergente. Et si les deux intégrales divergent, on ne peut rien conclure, mais pour chercher la nature de l'intégrale de la combinaison linéaire, il faut trouver une autre méthode. Passons maintenant aux intégrales de Riemann. Donc, on a deux types d'intégrales de Riemann. Le premier type, c'est les intégrales qui s'écrivent sous la forme l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx. Ça s'appelle une intégrale de Riemann qui est généralisée au voisinage de plus l'infini. Et la deuxième intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance alpha dx. C'est une intégrale de Riemann qui est généralisée au voisinage de 0. Alors, ces deux intégrales, soit ils convergent, soit divergent selon la valeur de alpha. Pour l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha dx, ils convergent si et seulement si alpha est supérieur strict à 1. Et ils divergent sinon. Sinon, c'est-à-dire si alpha est inférieur ou égal à 1. Pour la deuxième intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance alpha dx, ils convergent si alpha est inférieur strict à 1 et divergent si alpha est supérieur ou égal à 1. Alors, on a ici des exemples. On a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3 dx. C'est bien clair que c'est une intégrale de Riemann parce qu'elle s'écrit sous la forme 1 sur x à la puissance alpha. Le alpha ici égale à 3. 3 est supérieur strict à 1, donc cette intégrale est convergente. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x au carré dx est divergente parce que alpha égale à 2 supérieur ou égal à 1. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur racine de x dx est divergente parce que alpha égale à 1 sur 2 qui est inférieur ou égal à 1. L'intégrale entre 0 et 1
de 1 sur racine de x dx est convergente parce que c'est une intégrale de Riemann, alpha égale 1 sur 2 inférieur strict à 1. Et pour l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx, on a bien ici une intégrale doublement impropre, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie en 0 et n'est pas définie en plus l'infini. Donc, pour trouver la nature de cet intervalle, il faut découper l'intégrale en deux. Je vais prendre par exemple le point 1 et je vais écrire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx égale l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini. Et j'applique la propriété. Si ces deux intégrales convergent, alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini converge aussi. Et si au moins une de ces deux intégrales diverge, alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini diverge aussi. Donc c'est ce que je vais faire ici. On a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx. C'est une intégrale de Riemann qui est convergente car alpha égale à 4 supérieur strict à 1. Par contre, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance 4 dx est divergente parce que alpha égale à 4 supérieur ou égal à 1. Donc, on a l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 4 dx est divergente. Je passe maintenant à la troisième partie qui concerne les critères de convergence. Alors, il faut faire très attention, ces critères de convergence, je ne peux pas les appliquer sur des fonctions qui changent de signe. Je les applique seulement sur des fonctions qui sont positives ou bien négatives. Donc, je peux les appliquer sur des fonctions négatives parce que tout simplement, si f est négatif, donc moins f est positif. Si j'applique le critère sur la fonction moins f et je trouve que l'intégrale de moins f est convergent ou bien divergent, l'intégrale de f sera de même nature que l'intégrale de moins f. Alors, les critères qu'on va voir, c'est le critère de comparaison, le critère d'équivalence, le critère de négligence et le critère de Riemann. Alors, ces critères servent à trouver la nature d'une intégrale généralisée. Mais la question qui se pose ici, c'est pourquoi utiliser ces critères alors qu'on peut calculer une intégrale en utilisant la méthode de définition et trouver sa nature. Alors, pour appliquer la méthode de définition, il va falloir calculer la fonction primitive de la fonction. Et parfois, il est très difficile de trouver la fonction primitive de la fonction, voire même impossible. Donc, je ne peux pas calculer l'intégrale et automatiquement, je ne peux pas trouver sa nature en utilisant la méthode de définition. Et donc, j'utilise les critères de convergence pour trouver la nature de l'intégrale. Je commence par le premier critère, le critère de comparaison. Donc, supposons que j'ai une comparaison entre deux fonctions, f inférieur ou égal g. Le critère est le suivant, si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge. Et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Donc, je vais essayer d'appliquer ce critère sur cet exemple. Je vais montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x carré dx est convergente en utilisant le critère de comparaison. Pour cela, il va falloir trouver une comparaison entre deux fonctions. La première fonction, c'est exponentielle moins x carré. La deuxième fonction, je dois la chercher. Cette fonction doit être une fonction qui est facile à calculer. Alors, pour trouver la comparaison, je vais commencer par x supérieur ou égal à 1 parce que ici, on a x appartient à un intervalle 1 plus l'infini. Donc, x est supérieur ou égal à 1. Je multiplie par x des deux côtés. Ça va donner x au carré est supérieur ou égal à x. Donc, moins x au carré est inférieur ou égal à moins x. Et j'applique la fonction exponentielle. Donc, exponentielle moins x au carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Pourquoi ici j'ai regardé le même ordre? Parce que la fonction qui associe x à exponentielle x est une fonction croissante. Normalement, si a est inférieur ou égal à b et f une fonction qui est croissante, alors f de a est aussi inférieur ou égal à f de b. Ici, la fonction que j'ai appliquée sur cette inégalité, c'est la fonction exponentielle. Donc, je sais bien que la fonction qui associe x à exponentielle x est croissante. Quand je l'applique sur cette inégalité, ça va donner exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Maintenant, j'ai la comparaison entre la fonction f et la fonction g. Donc, pour trouver la nature de l'intégrale de f, il faut chercher la nature de l'intégrale de g. Et on peut calculer facilement l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx. Cette fonction usuelle, sa primitive est exponentielle à x sur a.
Donc, par définition, l'intégrale entre a et plus l'infini de exponentielle moins x dx, c'est exactement la limite de l'intégrale entre 1 et t de exponentielle moins x dx. La fonction primitive de exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x sur moins 1. Je peux l'écrire comme ça, moins exponentielle moins x entre 1 et t. Et ça donne moins exponentielle moins t plus exponentielle moins 1. Je calcule la limite de cette quantité lorsque t tend vers plus l'infini, moins t tend vers moins l'infini. Je sais que exponentielle quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est toujours 0. Donc ça va rester ici exponentielle moins 1. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx égale un nombre réel. Donc l'intégrale est convergente. On a l'intégrale de g est convergent. Alors d'après le critère de comparaison, l'intégrale de f sera aussi convergent. Je passe au deuxième critère, c'est le critère d'équivalence. Donc, supposons qu'on a une équivalence entre deux fonctions au voisinage du point incertain, au voisinage du point où la fonction n'est pas définie. Alors, on dit que f est équivalente à g si et seulement si la limite de f sur g égale à 1. Donc, le critère, c'est lorsque f est équivalente à g, l'intégrale de f et l'intégrale de g sont de même nature. C'est-à-dire, soit les deux intégrales sont convergentes ou bien les deux intégrales sont divergentes. Je vais appliquer ce critère sur cet exemple. Je vais montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t racine de 1 plus t au carré dt est convergente. Tout d'abord, il faut identifier les points incertains. Ici, le point incertain, c'est plus l'infini parce que la fonction, elle est bien définie en 1. Lorsque je remplace ici t par 1, ça donne 1 sur 1 racine de 1 plus 1. C'est un réel qui existe bien. Donc ici, le point incertain, c'est plus l'infini. Alors, je dois chercher une fonction qui est équivalente à cette fonction au voisinage de plus l'infini. On sait très bien qu'un polynôme est toujours équivalent au voisinage de plus l'infini à son terme de plus haut degré. Donc en général, quand je remarque qu'il existe une partie polynomiale dans la fonction et que le problème ou bien le point incertain est au voisinage de plus l'infini, je pense automatiquement appliquer le critère d'équivalence. Je commence par la partie polynomiale dans la fonction. La partie polynomiale dans cette fonction, c'est 1 plus t au carré. Donc je vais commencer par cette partie. 1 plus t au carré, elle est équivalente au voisinage de plus l'infini à son terme de plus haut degré. Le terme de plus haut degré ici, c'est t au carré. Donc 1 plus t au carré équivalente à t au carré. Alors, racine de 1 plus t au carré équivalente à racine de t au carré. Racine de t au carré, c'est t. Et puis, je vais multiplier par t les deux côtés. Ça va donner t fois racine de 1 plus t au carré équivalente à t fois t qui est t au carré. Et finalement, je vais faire l'inverse. 1 sur t racine de 1 plus t au carré équivalent 1 sur t au carré. Donc ici, j'ai trouvé l'équivalence entre les deux fonctions au voisinage du point incertain qui est plus l'infini. Je sais très bien que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt est convergente parce que c'est une intégrale de Riemann. Alpha égale à 2 supérieur strict à 1. Alors d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de cette fonction est aussi convergente. Passons maintenant au critère suivant qui est le critère de négligence. Donc il faut avoir une négligence entre deux fonctions. Supposons que f égale petit o de g au voisinage du point incertain, c'est-à-dire la limite de f sur g égale 0. Alors l'énoncé du critère de négligence est exactement comme celui du critère de comparaison. Pourquoi? Parce que qui dit négligence dit comparaison entre deux fonctions. Si f est négligeable devant g, ça veut dire que f est très petite par rapport à g. Ça veut dire que f est inférieure est très petite par rapport à g, ça veut dire que f est inférieur à g. Donc si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f est converge. Et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Donc je vais appliquer ce critère sur cet exemple. Supposons que je vais montrer qu'une intégrale entre 2 et plus l'infini de 1 sur t au carré ln de t est une intégrale qui est convergente. Donc, on a déjà la fonction f. La fonction f ici, c'est 1 sur t au carré fois ln de t. Il faut chercher une fonction g qui est négligeable devant cette fonction, au voisinage du point incertain qui est ici, plus l'infini. Donc, je vais essayer de calculer la limite de la fonction que j'ai, qui est 1 sur t au carré ln de t. Et ici, j'ai décomposé cette fonction en produit de deux fonctions. Je l'ai écrit comme étant 1 sur t au carré fois 1 sur ln de t sur la fonction g. Donc, je vais choisir la fonction g de telle façon à avoir la limite de f sur g égale 0
et l'intégrale de g est une intégrale qui est facile à connaître sa nature. Donc ici, je peux choisir g égale 1 sur t au carré et je peux choisir aussi g égale 1 sur ln de t. Si je choisis g égale 1 sur ln de t, l'intégrale de 1 sur ln de t est une intégrale qui est trop difficile à savoir sa nature. Par contre, l'intégrale de 1 sur t au carré, c'est une intégrale de Riemann. Je sais très bien sa nature. Donc, je vais diviser ici par 1 sur t au carré. Ça va donner la limite de 1 sur ln de t. Lorsque t tend vers plus l'infini, ln de t tend vers plus l'infini. Et donc, 1 sur l'infini, c'est 0. Je peux bien dire que 1 sur t au carré ln de t égale à petit o de 1 sur t au carré. Donc, maintenant, il suffit de trouver la nature de l'intégrale entre 2 et plus l'infini de 1 sur t au carré. Les intégrales de Riemann que je connais, ce sont l'intégrale entre 1 et plus l'infini et l'intégrale entre 0 et 1. Donc je sais que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré dt est une intégrale qui est convergente parce que c'est une intégrale de Riemann, alpha égale à 2 qui est supérieure strict à 1. Si l'intégrale entre 1 et plus l'infini est convergente, forcément, l'intégrale entre 2 et plus l'infini est convergente aussi, parce que 2 appartient à cet intervalle. En appliquant le critère de négligence, je vais trouver que cette intégrale est convergente aussi. Je passe maintenant au dernier critère, c'est le critère de Riemann. Alors ce critère, il existe deux types, le critère de Riemann au voisinage d'un réel A et le critère de Riemann au voisinage de plus l'infini. Alors le premier critère est appliqué si je suis amené à trouver la nature de l'intégrale entre A et B de f de x dx où A est un point incertain. Et le deuxième critère est appliqué si je suis amené à trouver la nature de l'intégrale entre A et plus l'infini avec plus l'infini et le point incertain. Donc je vais commencer par le premier critère de Riemann au voisinage de plus l'infini. Supposons que la fonction f est définie sur un intervalle semi-ouvert a plus l'infini et je veux chercher la nature de l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt. Pour cela, je serai amené à calculer la limite de t à la puissance alpha fois f de t lorsque t tend vers plus l'infini. Si cette limite égale 0 avec l'existence d'un alpha qui est supérieur strict à 1, je déduis que l'intégrale de f est convergente. Et si cette limite égale plus ou moins l'infini avec l'existence d'un alpha qui est inférieur ou égal à 1, je déduis que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est divergente. Donc je vais essayer d'appliquer ce critère sur cet exemple. Je veux chercher la nature de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de x au carré fois exponentielle moins x dx. Tout d'abord, il faut identifier le point incertain. Le point incertain ici, c'est plus l'infini. Donc, je sais que la fonction qui associe x à x au carré fois exponentielle moins x est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pour appliquer ce critère, il faut calculer la limite de t à la puissance alpha fois f de t. Ici, la variable c'est x, ça veut dire que je dois calculer la limite de x à la puissance alpha fois f de x. Si cette limite égale 0, je peux choisir un alpha qui est supérieur strict à 1 et déduire que l'intégrale est convergente. Si cette limite égale plus ou moins l'infini, je peux choisir un alpha qui est inférieur ou égal à 1 et je dis que cette intégrale est divergente. Alors ici, je sais qu'a priori que la limite d'exponentielle quelque chose qui tend vers moins l'infini fois un polynôme est toujours égale 0. Alors, pour appliquer le critère, il va me rester à choisir un alpha qui est supérieur strict à 1. Ici, j'ai choisi alpha égale à 2 et je vais calculer la limite de x au carré fois exponentielle moins x. Je sais que cette limite égale à 0, mais il faut la justifier en utilisant un changement de variable. Donc, je vais calculer la limite de x à la puissance 4 fois exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, j'ai posé t égale moins x parce que tout simplement, la fonction qui est ici sur l'exponentielle, c'est moins x. Si par exemple, j'ai ici moins x au carré, je vais poser ici t égale moins x au carré. Si par exemple, ici, j'ai moins x sur 2, je vais poser ici t égale moins x sur 2. Alors ici, j'ai posé t égale à moins x et je vais faire un changement de variable. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 exponentielle moins x, c'est exactement la limite lorsque t tend vers moins l'infini. Je remplace le x ici par moins t à la puissance 4 fois exponentielle t. Moins t à la puissance 4, c'est exactement t à la puissance 4. Et j'ai une limite usuelle qui dit que la limite de t à la puissance alpha fois exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini égale 0. Donc, je sais que la limite de t à la puissance 4 fois exponentielle t égale 0. Alors, en conclusion, j'ai la limite de x à la puissance alpha fois f de x égale à 0.
et alpha égale à 2 supérieur à 1. Donc, je suis sur cette branche. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de x dx est convergente d'après le critère de Riemann. Le dernier critère, c'est le critère de Riemann au voisinage d'un réel A. Supposons que la fonction f est définie sur un intervalle semi-ouvert AB où A est le point incertain. Et on veut chercher la nature de l'intégrale entre A et B de f de t dt. Pour cela, je vais calculer la limite de t moins A à la puissance alpha fois f de t au voisinage du point incertain qui est A. Alors, si cette limite égale 0 avec l'existence d'un alpha qui est inférieur strict à 1, je déduis que l'intégrale est convergente. Et si cette limite égale plus ou moins l'infini avec l'existence d'un alpha qui est supérieur ou égal à 1, je déduis que l'intégrale entre a et b de f de t dt est divergente. Alors essayons d'appliquer ce critère sur cet exemple. Je veux chercher la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Donc d'abord, je vais identifier le point incertain. Le point incertain ici, c'est 0, c'est-à-dire le point A ici, c'est 0. Donc pour appliquer ce critère, je dois calculer la limite en 0 de x moins 0 à la puissance alpha fois ln de x, c'est-à-dire je dois calculer la limite de x à la puissance alpha fois ln de x lorsque x tend vers 0. Et je sais très bien, ça c'est une limite usuelle, je sais très bien que cette limite égale 0. Donc puisque je sais que cette limite égale 0, il suffit de choisir un alpha qui est inférieur strict à 1. Ici, j'ai choisi alpha égale 1 sur 2 qui est inférieur strict à 1. Donc en conclusion, on a la limite de x à la puissance alpha fois f de x égale 0 et alpha égale 1 sur 2 inférieur à 1. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx est convergente d'après le critère de Riemann au voisinage du réel A. Je passe à la dernière partie qui concerne la convergence absolue. Alors, j'utilise la convergence absolue lorsque je ne peux pas utiliser les critères de convergence directement. Parce qu'on vient de dire que les critères de convergence sont appliqués seulement si la fonction elle est positive ou bien négative. Mais le problème qui peut se poser ici, c'est que parfois on a des intégrales de fonctions qui changent de signe, c'est-à-dire ils sont parfois positifs, ils sont parfois négatifs sur le même intervalle. Donc pour trouver la nature de ce type d'intégrale, j'utilise la convergence absolue. Donc premièrement, on va voir la définition de la convergence absolue. On dit que l'intégrale entre a et b de f de x dx est absolument convergente. Je vais ici enlever absolument et je vais la remplacer par la valeur absolue. Donc ça va donner, si et seulement si, l'intégrale valeur absolue de f de x dx, j'enlève absolument, ça va rester convergente. Donc l'intégrale entre a et b de f de x dx est absolument convergente si et seulement si l'intégrale de la valeur absolue de f est convergente. Une propriété, si l'intégrale entre a et b de f de x dx est absolument convergente, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est convergente. Mais la réciproque est fausse, c'est-à-dire si on a l'intégrale entre a et b de f de x dx convergente, je ne peux pas dire que l'intégrale entre a et b de f de x dx est absolument convergente. Alors, le dernier critère qu'on va voir dans ce chapitre, c'est le critère de la convergence absolue. Supposons qu'on a deux fonctions f et g. F est une fonction qui change de signe et g est une fonction qui est positive. Supposons que j'ai cette comparaison. La valeur absolue de f de t dt est inférieure ou égale g de t. Le critère est le suivant. Si l'intégrale de g est convergent, alors l'intégrale de la fonction f est aussi convergent. Ici, il ne faut pas confondre entre le critère de la convergence absolue et le critère de comparaison. Tout d'abord, le critère de comparaison, il est utilisé seulement sur les fonctions qui sont soit positives, soit négatives. Par contre, ici, on a une comparaison entre deux fonctions, mais la fonction f, elle change de signe et la fonction g est positive. Donc, on dit si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, qui est f, est convergent. Si je veux utiliser par exemple ici le critère de comparaison, je vais dire si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de la valeur absolue de f converge. Mais le critère de convergence absolue, on a l'intégrale de f et non pas l'intégrale de la valeur absolue de f. Et c'est ça la différence entre ces deux critères. Alors, on va appliquer ce critère sur un exemple. On veut montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t au carré dt est convergent. Ici, c'est bien clair que je dois utiliser la convergence absolue parce que la fonction sinus, elle change de signe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Parfois, elle est positive, parfois, elle est négative. Donc,
À partir du fait que la valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1, je peux déduire que la valeur absolue de sinus t sur t au carré est inférieure ou égale à 1 sur t au carré. Or, je sais que l'intégrale de 1 sur t au carré entre 1 et plus l'infini, c'est une intégrale de Riemann. Elle est convergente car alpha égale à 2 supérieur strict à 1. Donc, en utilisant le critère de la convergence absolue, je peux déduire que l'intégrale de cette fonction qui est à l'intérieur de la valeur absolue, l'intégrale de sinus t sur t au carré est convergente. Alors, pour récapituler, on a vu dans ce chapitre 4 grandes parties: la partie définition, la partie les intégrales de Riemann, la partie critères de convergence et la dernière partie, c'est la convergence absolue. Donc, pour la partie définition, on a vu la méthode de calculer une intégrale généralisée. Pour les intégrales de Riemann, on a vu deux types d'intégrales: l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x à la puissance alpha. Les critères, on a vu le critère de comparaison, de négligence, d'équivalence et de Riemann. Et pour la convergence absolue, on a vu deux choses: la définition et le critère de la convergence absolue. Pour les intégrales de Riemann, la première intégrale converge si alpha est supérieur strict à 1 et la deuxième converge si alpha est inférieur strict à 1. Pour les critères de convergence, on a vu que pour appliquer le critère de comparaison, il faut avoir une comparaison entre deux fonctions. F inférieur ou égal g, si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge. Et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Le critère de négligence, il nous faut une négligence entre deux fonctions, f égale petit o de g, ou bien la limite de f sur g au voisinage du point incertain égale à 0. Donc, si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge, et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Le critère d'équivalence, on a une équivalence entre deux fonctions, alors l'intégrale de f et l'intégrale de g sont de même nature. Et on a vu également deux critères de Riemann, celui au voisinage d'un réel a et celui au voisinage de plus l'infini. Merci de votre attention, on se retrouve dans une prochaine vidéo.